qu'il y a vraiment une gestion extrêmement fine, extrêmement concertée de ce qui est dit, de ce qui est sous-entendu. Et je me demandais si le temps d'écriture de ce scénario a été très long. Est-ce que c'est un projet que tu as porté très longtemps ou que tu as plutôt écrit sur un jet, sur une impulsion? Je pense que je l'ai porté longtemps, mais je l'ai écrit rapidement. Voilà. C'est très difficile de maintenir l'intuition et le désir premier d'un projet, en fait, quand on l'a. Enfin, pour mon cas, voilà, j'ai besoin que ça aille très très vite. C'est vrai que dès qu'on couche le scénario sur un papier, il est un peu mort déjà d'une certaine manière. Donc, je suis incapable de tenir comme ça sur la distance, sur une grande course de fond. J'ai besoin que ça aille vite. Voilà. Donc la première version a été assez rapide, et puis après, voilà, ça prend un peu de temps à monter, évidemment. La naissance du récit, c'est l'idée d'un deuil, et d'un deuil double, avec deux personnages qui vivent à deux endroits différents. C'est l'idée d'une forme d'abord? Alors, la forme de temps, en tout cas, avec ces 3 étés, ces 2 grandes ellipses, c'est arrivé de manière très intuitive, et vraiment elle est constitutive du projet. Après, pour ce qui est effectivement de ce film porté par 2 personnages, la première version était vraiment centrée davantage sur le personnage de Lorenz, donc. Et c'est ma co-scénariste, je pense, il y avait ça en germe, mais qui a fait que ce soit plus saillant, que ce soit vraiment un film avec à 2 têtes, quoi. Enfin, qu'on soit avec un personnage, puis qu'on perde l'autre un moment, puis qu'on le retrouve, qu'il y ait comme ça des interstices, qu'on puisse imaginer la vie de l'autre personnage aussi dans les interstices du récit. Elle a beaucoup œuvré pour que ce soit plus marquant. Il y a quelque chose de presque conceptuel dans la façon dont il y a à la fois 4 villes, 3 saisons, enfin une seule saison, 3 années, mais 4 villes. Cette espèce de géométrie bizarre, c'est quelque chose qui était intérieur à tout. Enfin, Les villes aussi, où ils sont un petit peu, où ils sont à la base aussi des choses. J'ai fait 4 films avant celui-ci, que j'ai tourné un petit peu à l'endroit où j'ai grandi, c'est-à-dire dans la banlieue ouest parisienne, et vraiment l'ouest parisien, donc c'était un périmètre très très restreint, voilà, quelques kilomètres carrés. Et j'avais l'impression d'être arrivé à la fin d'un cycle et avoir besoin d'explorer un petit peu de nouveaux endroits, de nouveaux territoires. Et j'entretenais un rapport avec ces villes, un rapport affectif fort pour différentes raisons. Elles ont été effectivement à la base aussi de l'envie d'écrire. Ça part très souvent de ça, pour ma part. J'ai une mémoire qui se cristallise beaucoup autour des lieux. Et c'est ça qui fait émerger le récit souvent. Ton précédent long métrage était aussi extrêmement ensoleillé. Pourquoi ce rapport à un climat estival J'aime bien les tournages assez légers, de manière déjà très concrète et pragmatique. L'été, c'est plus simple de tourner. Voilà, on est moins encombré, moins exposé à la pluie, au froid. Les acteurs sont légèrement vêtus. Il y a quelque chose d'une urgence. Et puis après, pour ce film-là précisément, autour de l'absence, de la disparition, je trouve que l'été est à la fois évidemment une saison lumineuse de renouveau, et en même temps, l'été, je trouve que l'absence est aussi plus douloureuse, plus prégnante, et je trouvais ça intéressant, cette ambivalence propre à... Est-ce que tu peux nous parler de l'image du film, de son grain particulier, des choix qui ont conduit à cette image? Alors on a tourné en film, en pellicule, en 16 mm, ce qui donne effectivement cet aspect un peu granuleux, imparfait, voilà. Qui pour moi est vraiment associé, c'est l'image de fiction et du cinéma. J'ai grandi avec, pas qu'avec le 16, il y a du 35 mm, mais avec l'impression d'avoir prise sur l'image. Voilà, il y a quelque chose on pourrait presque la toucher, il y a presque une épaisseur. Maintenant, c'est vrai que les films sont tournés pour la grande majorité en numérique, avec quelque chose de très défini, assez lisse. Intuitivement, c'est pas une image qui me parle, et j'avais l'impression en plus que pour aborder ce film autour du passage du temps, de la disparition, ça me semblait être le format à propos. On a l'impression que l'image est conjuguée au passé, enfin que sa texture granuleuse donne le sentiment que du temps est déjà passé en même temps qu'on découvre l'image. Oui, probablement. Je pense qu'il y a des imbrications comme ça, des sensations de temps. Ça, c'est assez... probablement. C'est dur de mettre des mots, en fait, sur ces choses de temps, mais...
c'est vrai que filmer, pour moi, très souvent, c'est réinvestir des lieux, donc des endroits que j'ai connus. Donc il y a effectivement un regard un peu rétrospectif là-dessus. Ce que je trouve très beau en même temps, c'est que voilà, quand on tourne, il y a quelque chose d'un présent très fort. Déjà parce que c'est des moments de vie assez exceptionnels, enfin très, très intenses. Puis parce qu'on filme des gens voilà, qui sont des acteurs qui sont bien là. Et c'est cette chose-là que je trouve très émouvante, voilà, de réinjecter du présent, de faire du présent aussi à partir de... Bon, mais tout ça est un peu confus. Mais voilà, Est-ce que tu peux nous parler d'abord du comédien, Anders Danielsen Lie? Tu l'as découvert dans Solo 31 août, j'imagine? Je l'avais vu dans le film qu'il avait fait précédemment, mais du même réalisateur, qui s'appelle Nouvelle Donne. Et je trouve qu'il a quelque chose de très intéressant. Je trouve que c'est un comédien qui ne se donne pas tout de suite. Enfin, il a quelque chose dans le physique qui n'est pas naturellement aimable. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose avec son visage anguleux, comme ça, peut-être un peu, au premier abord, un peu opaque, un peu austère. Et en même temps, je trouve qu'avec un simple sourire, il y a quelque chose qui s'ouvre et, je sais pas, d'empathie très attachante, très touchant. Voilà, j'aimais bien ça. En plus, c'est un rôle qui est un petit peu, voilà, un peu, je sais pas, si taiseux, c'est le mot, mais il ne parle pas énormément. Et c'est important aussi qu'on ait un comédien qu'on puisse aimer, regarder, penser. Voilà. En tout cas, c'est l'impression qu'il me procure. Et puis, je trouvais ça très intéressant, voilà, de le mettre aussi en contrepoint d'une actrice comme Judith, qui a peut-être quelque chose de plus naturellement lumineuse, et je trouvais que voilà, les deux personnages ensemble se répondaient de manière intéressante. Judith, est-ce que quand on voit le film, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est jamais verbalisé, mais qui existe très fortement entre vos deux personnages? Comment on joue ça, quelque chose qui ne doit pas être dit, et qui en même temps doit toujours être très présent et très perceptible par le spectateur? Tu veux dire une ambiguïté oui, dans la relation, une possible attraction. Et en fait, Michael, moi quand j'ai lu le scénario, oui, j'ai pensé à est-ce qu'il y a une tension amoureuse qui n'est pas dite et tout ça, mais Michael n'a pas du tout pensé à ça en l'écrivant. Sauf que tout le monde pense à ça. Ouais. Dans le film, vraiment, oui, effectivement, qu'on peut penser. Après, je pense que c'est une trame qu'il a écrite. Enfin, il veut vraiment. Mais ça parle aussi d'un amour, d'un amour de la vie ou de l'autre, ou une découverte qui n'est pas juste, qui n'a pas juste une case, tiens, il se passe un truc, on essaye. Il y a une autre dimension, je crois. Et simplement après, il y avait quelque chose qui se passait avec Anders dans notre relation. Enfin, on s'engageait l'un et l'autre. C'était très vivant, quoi. Il est très, très... Moi, je trouve qu'il a quelque chose de très lumineux, quoi. Même dans ce que tu racontes de lui, qui est plus opaque, il est très lumineux, quand même. Et c'est très, il est très actif. C'est vraiment... Voilà, on vit des moments, donc je pense que c'est troublant, parce que la vie est gracieuse d'elle-même. Voilà. La piste amoureuse entre ces deux personnages, c'est quelque chose que tu as le sentiment de ne pas avoir exploré à l'écriture, Je ne l'ai pas dès le scénario. Quand les gens lisaient le scénario, déjà, ils me faisaient la réflexion. C'est pas quelque chose que j'ai voulu travailler et exploiter, oui, effectivement. Donc au bout d'un moment, on se rend à l'évidence, il y a quelque chose qui se trame et qui est là, hein, ça sourde, sinon ça... mais je voulais pas aller dans cette direction-là, c'est pas une direction qui m'intéressait, même si j'aimais la tension qu'elle suscitait. Pour moi, c'était pas du tout le mouvement du film. Voilà, ce serait un peu étrange de terminer comme ça. C'est un mouvement vers la vie, et je pense pas que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur promettre à ces deux personnes de se réunir, voilà, autour de cette absente. Enfin, bon, c'était pas l'idée. En revanche, j'aime qu'elle sous-tende un petit peu, le film. C'est intéressant. Ouais. Et le film donne même le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas accompli, enfin qu'il y a un inachevé entre ces deux personnes, et on a le sentiment que la mise en scène quand même fabrique à ce qu'on ressent ça à la vision du film. C'est pas mon intention en tout cas. Voilà, je pense qu'au contraire, il y a peut-être quelque chose d'inachevé entre les deux, mais que cette tension leur a permis d'achever dans leur parcours personnel quelque chose. Voilà. Et ça, c'était plutôt la direction, que je recherchais. Dunia, est-ce que tu peux parler de ton personnage qui intervient donc dans la partie new-yorkaise du film?
comment tu l'as travaillé, construit, parce que c'est un personnage sur lequel on a assez peu d'éléments d'information, qui existe surtout par sa présence, sa façon d'être dans le plan. Comment tu l'as travaillé? Oui, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de choses dans le scénario. Enfin, elle était là, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de choses dans le scénario. Et du coup, ça a été entre la joie de se dire ah bah c'est cool, je peux inventer ce que je veux, et puis le fait de se perdre aussi dans toutes les possibilités, où à un moment donné, je me disais ah, bon, alors elle vient d'où, elle fait quoi, qu'est-ce que, etc. Donc ça a été et un peu perdant par moment, mais en même temps, enfin, ça m'a permis de la concrétiser. On en a beaucoup, enfin un peu parlé. Et on était à Rotterdam il y a 2 jours, je me suis souvenu que je m'étais dit qu'elle venait de Rotterdam. Le seul truc qu'il fallait, c'était que, surtout que j'arrive à ne pas avoir d'accent trop français, parce que sinon c'était pas logique. Voilà. Mais, donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai pris du poids aussi. Voilà. Et puis j'ai construit le personnage, c'est tout. C'était dur, mais j'ai réussi. Voilà. Une première question. Tout à fait au fond de la salle. Bonsoir. Déjà, bravo, je trouve que le film est très réussi. J'aurais voulu savoir si vous aviez chapitré votre film par le biais de tous ces paysages qu'on voit, où on voit souvent l'image des couchers de soleil. Et si vous avez chapitré le film par rapport à ça, qu'est-ce que ça évoque pour vous ça? Parce que finalement, comme le disait Jean-Marc, c'est un film très lumineux, mais un coucher de soleil, ça évoque aussi la nuit, c'est un territoire un petit peu trouble. J'aurais aimé savoir si ça avait eu une importance pour vous. Alors je ne l'ai pas chapitré par rapport à ça, parce que ce qui a chapitré le film sont vraiment les villes, et puis voilà, ces 3 étés, ces trois périodes de vie. En revanche, effectivement, ce moment de la journée, tout comme les paysages, c'est vraiment quelque chose qui s'impose à moi, que je recherche un petit peu en permanence. Cette lumière basse de fin de journée qui est très apaisante. Voilà, moi, ça me procure un sentiment très apaisant, très vivant, effectivement de fin de quelque chose, mais en même temps de la promesse aussi d'un après. On est dans l'entre-deux. Voilà, c'est une lumière qui est très douce. Elle n'évoque pas la fin de quelque chose, mais vraiment quelque chose de, au contraire, très rassurant et très vivant. Et bon, par ailleurs, on l'appelle l'heure magique, effectivement, que ce soit en début de journée ou en fin de journée, c'est une lumière, et notamment en pellicule, qui est que je trouve bouleversante. Quoi, donc, merci. Une autre question? Ouais. Bonsoir, une petite question sur les 4 villes justement. Est-ce qu'on aborde différemment une réalisation selon, évidemment, si c'est New York, Berlin, etc. Et comment du coup vous avez approché les villes dans votre manière de réaliser? Je ne l'ai pas approché différemment. Pratiquement parlant, on l'approche différemment parce que ces villes ont un rythme interne très différent. Annecy et New York n'ont pas grand-chose à voir. Mais dans le fond, bon, déjà, on a gardé la même équipe, ce qui est assez rare, et ça, c'est vraiment ce qu'on doit à Pierre qui a produit le film. Ma grande appréhension est qu'on ait à changer d'équipe à chaque fois qu'on change de lieu. Ça aurait été terrible, ça aurait été un nouveau départ. C'était pas le cas. Donc on a gardé vraiment le noyau dur, plus que le noyau dur, quasiment la même équipe tout le long, ce qui fait qu'il y avait une forme de continuité. Voilà. Ensuite, non, on n'aborde pas les choses différemment parce que c'est le même film, on est sur la même lancée, on est sur la même... Et après on se confronte, oui, à quelques rencontres nouvelles, à des rythmes, voilà, encore une fois, différents, mais c'est le même film. Et puis je me suis aussi aperçu que, quelles que soient les villes, à exception faite d'Annecy peut-être, j'étais un peu en quête aussi des mêmes paysages finalement, hein, que ce soit à Berlin, à Paris, à New York, c'est-à-dire des paysages voilà, qui... se cohabitent des choses un peu, un peu boisées, puis des choses plus urbaines. Ce sont les paysages qui me touchent et je crois que ça donne aussi une forme d'unité au film. Je crois. Question? Oui. On va vous apporter un micro juste au premier rang. Bonsoir.
par les regards. Je trouve que tout est dans les regards entre Zoé et Laurence. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé? Est-ce que c'est naturel au niveau des acteurs? Je trouve que c'était vraiment tout le film pour moi. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent par les regards. Ça dépend des séquences. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place vraiment dans le présent, quand on soit sur le moment, quand on est dans un plan séquence ou dans un moment vraiment de... Puis d'autres choses qui sont pour le coup plus scénarisées, qui étaient très très importantes dans le film, dès le stade du scénario. Par exemple, la séquence de concert, qui est vraiment une séquence de circulation de regard entre ces trois personnages, c'est évidemment quelque chose qui est construit, et le découpage est évidemment, c'est central à la séquence, donc c'est... Ça dépend un petit peu du moment. Mais... Justement, cette scène de concert, donc c'est un concert de Mac DeMarco. La musique est vraiment très importante dans le film, que ce soit la musique originale, ou aussi les morceaux, pas mal de rock des années 80, Undertones, Felt. Est-ce que tu peux nous parler des choix qui t'ont guidé, et aussi plus généralement de ton rapport au rock et à la pop, qui était déjà très présent dans ton premier long-métrage? C'est un peu une obsession première. C'est vrai que j'ai vraiment besoin de musique tous les jours. Je peux passer plusieurs jours sans voir de film. La musique, c'est vraiment quelque chose qui est très très importante. Et j'aime l'idée peut-être qu'on puisse voir le film ou s'y lever comme on se leverait dans une chanson. Faire un cinéma peut-être qui soit plus un cinéma d'impression, de sensation, et qu'on puisse se glisser dans un rythme et qu'on puisse l'aimer comme une chanson. Voilà. Après, pour la musique qui est choisie, c'est presque des choses de fans un peu obsessionnels. Donc les morceaux, effectivement, d'une pop que j'aime depuis l'adolescence. Et puis après, des plages qui rythment le film, qui le modèlent, qui lui donnent vraiment son humeur et sa tonalité, qu'on compose au moment du montage avec David Stamp, donc, qui a un groupe qui s'appelle Tahiti Boy. Et là, j'ai l'idée vraiment des plages au moment du tournage. Et on commence à monter. Une fois qu'on a ces plages-là, on rentre vraiment... Je demande à David de composer des morceaux. Il propose énormément de choses. Il a une capacité à proposer qui est assez impressionnante. On se fixe sur quelques thèmes